Bonjour à tous. Et si possible, assez rapide, si c'est possible. Je vais faire très bref. Merci. Merci de me laisser l'occasion d'introduire rapidement cette table ronde. Donc, il s'agit de parler du rôle du gaz renouvelable dans le nouveau modèle énergétique français. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur la dynamique du développement du gaz renouvelable. Pour parler un peu de la situation actuelle, je voudrais prendre 3 éléments un peu significatifs et frappants. Le premier, je le prends dans les Hauts-de-France, puisque nous sommes ici dans les Hauts-de-France. On a parlé de l'ambition, Frédéric Nious a présenté l'ambition de la région. Il y a 10 installations aujourd'hui qui injectent du biométhane dans les Hauts-de-France. À la fin 2019, il y en aura 20. On prévoit qu'à la fin 2020, il y en aura 40, et fin 2021, il y aura 80. Vous voyez, la courbe, elle est simple, on fait x2 chaque année. Deuxième élément de contexte, sur le bio-GNV, qui a aussi un peu été évoqué, on voit que la dynamique du GNV en France est très très forte. On a plus de 140 stations qui délivrent du GNV, on va vers les 200, et parmi celles-là, le bio-GNV commence à se faire une place. L'ADEME accompagne sur le territoire national une vingtaine de projets de stations d'avitaillement en bio-GNV. Troisième élément significatif, je n'aurais pas parlé que de biogaz. L'hydrogène se développe aussi fortement. L'écosystème de l'hydrogène en France est structuré. Il y a un plan hydrogène. Et l'ADEME a lancé un appel à projet sur les écosystèmes de mobilité hydrogène qui a rencontré un grand succès. Nous avons 11 premiers lauréats qui ont été annoncés il y a quelques semaines et donc qui vont permettre le développement de l'hydrogène, qui est une brique importante sur le développement du gaz renouvelable. Vous savez que c'est un intermédiaire si on veut faire de la méthanation ensuite, où on peut aussi injecter de l'hydrogène directement dans les réseaux de gaz. Donc une situation très dynamique aujourd'hui. Si on veut parler du nouveau modèle énergétique français, il est bon aussi de se projeter loin dans le futur. Harm Grobhuber a évoqué tout à l'heure les perspectives à 2050 avec un chiffre magique, le 100% de gaz renouvelable. Et donc, je voudrais aussi contribuer un peu à cette vision avec les travaux que l'ADEME a pu faire. Quand on parle de l'horizon 2050, on a une cible, c'est la neutralité carbone. Quels que soient les scénarios, la SNBC, ce qu'a pu faire l'ADEME, les scénarios de long terme de l'Union européenne, on voit qu'il y a des constantes qui ressortent à chaque fois. Le premier, c'est les scénarios de neutralité carbone reposent d'abord sur l'efficacité énergétique. Il faut qu'on baisse nos consommations d'énergie dans tous les secteurs et principalement bâtiments, transport, industrie. Ensuite, on doit développer massivement les énergies renouvelables, quelles qu'elles soient, quel que soit le vecteur, chaleur, électricité, gaz, à une seule condition, bien sûr, qu'elles soient performantes économiquement et environnementalement. Alors ça, c'est à 2050. Ça ne veut pas dire qu'elles sont aujourd'hui déjà performantes économiquement. Il faut les accompagner dans leur décroissance des coûts. Ensuite, troisième caractéristique de ces scénarios, n'en déplaise aux acteurs du gaz qui peuvent être dans la salle, on prévoit forcément une augmentation de l'électrification des vecteurs énergétiques parce que l'électricité apparaît comme un vecteur qui a beaucoup d'avantages. Une croissance ne veut pas dire que ça conquiert l'ensemble du mix. Et notamment à l'ADEME, nous on considère qu'il est très important de garder l'ensemble des vecteurs, gaz, électricité, chaleur, parce qu'il y a des synergies entre eux. On va de plus en plus pouvoir transformer l'électricité en gaz, le gaz en électricité, la chaleur en électricité et inversement. Et tout ça, ça doit s'articuler sur des réseaux entretenus, développés pour répondre aux nouvelles caractéristiques des sources d'énergie renouvelables. Ça doit répondre aussi à des besoins de stockage. Et là, le gaz a un atout fort. Aujourd'hui, le gaz peut stocker plus de 100 TWh dans son réseau, c'est-à-dire à peu près le quart de la consommation annuelle. Vous voyez bien que l'électricité n'est pas du tout à ce niveau-là. Donc on a besoin aussi du gaz pour fournir ces services au réseau, mais Thierry Trouvé qui est à côté de moi, on parlera sûrement de manière bien plus compétente. Enfin, on a besoin de gaz pour la mobilité. On parle beaucoup de mobilité électrique, mais on sait que sur les poids lourds, le gaz est un vecteur essentiel pour rendre les transports plus propres et puis les décarboner avec le développement du bio-GNV. Donc il y a bien une place pour le gaz dans ces perspectives de long terme. Ce gaz, on veut qu'il soit 100% renouvelable et l'ADEME a mené une étude il y a 2 ans maintenant qui montre qu'il est possible en France d'atteindre ce chiffre magique de 100% de gaz renouvelable à quelques conditions. La première, c'est d'avoir effectivement baissé les consommations. Aujourd'hui, on est autour de 450 TWh, il faudra descendre à 300 TWh, donc diminuer d'un tiers. Et sur cette base, on peut réussir à alimenter 100%
en gaz renouvelable, sans concurrence avec les usages alimentaires, pour assurer le ministère de l'Agriculture. Et ça nécessite des adaptations de réseau, bien sûr, mais qui ne sont pas massives. Ces 100% de gaz renouvelable, ils sont fournis pour un tiers par de la méthanisation, donc de déchets, de biodéchets, de cultures intermédiaires, de résidus de culture. Ils sont aussi fournis par du power to gas, donc l'électrolyse à partir d'énergie renouvelable qui peut ensuite être transformée en méthane pour 90 TWh, donc un peu moins de 30%. Et puis le reste en pyrogasification, c'est-à-dire une technologie qui est encore au stade de l'émergence, mais qui permet de transformer de la biomasse ligneuse en gaz. Donc tout ça montre qu'à long terme, le rôle du gaz renouvelable est important, c'est un des vecteurs énergétiques. La question, c'est on a une dynamique aujourd'hui, on a une cible à 100%, quelle route peut nous amener de la situation d'aujourd'hui à cette situation de long terme? Il y a parfois des obstacles, voilà, on a largement évoqué la PPE dans les propos introductifs. Comment est-ce qu'on peut réussir à franchir ces marches successivement? Je voudrais parler de quelques petits sujets qui ont été déjà abordés. Le premier, c'est on a besoin d'une filière industrielle. On a trop fait de la transition énergétique un objectif uniquement environnemental sans regarder l'enjeu industriel et économique sur le sol français. Il faut qu'on relocalise des emplois, qu'on relocalise des entreprises avec de la performance. Et la filière s'est organisée pour ça. Et donc, c'est un très bon signe. Je pense qu'Aurélie Picard pourra en parler tout à l'heure. Pour cette filière, deux éléments techniques me paraissent importants. Le premier, c'est qu'on doit absolument fiabiliser les installations de méthanisation. Dans les années 2010-2015, on a eu trop de problèmes d'installations défaillantes, techniquement, économiquement. Ça a plombé le démarrage de cette filière. Aujourd'hui, avec le label Calimeta, mis en place par l'AT2E, qui est lancé cette année, on doit avoir des dispositifs rassurants pour que tout le monde puisse s'engager en confiance, les maîtres d'ouvrage, les territoires, les financeurs, sur des projets de méthanisation au sein de la conception, de la construction et de l'exploitation. Le deuxième élément clé pour ce développement, c'est de réussir à avoir des business models pérennes de méthanisation. Je ne reviens pas sur la discussion sur la décroissance des coûts dans la PPE, mais quelle que soit la contrainte qu'on se fixe de décroissance, il faudra qu'il décroisse, il faut d'abord qu'on soit capable de construire par le bas une structure de coûts, une structure de revenus des méthaniseurs qui tiennent la route. Aujourd'hui, les modèles ne sont pas pérennes. Je suis désolé de le dire, mais à l'ADEME, nous fournissons des subventions sur tous les projets, et on voit que très souvent, l'ADEME intervient parce qu'il y a des défauts de capitaux propres. Ce n'est pas le rôle de l'État d'intervenir en subvention pour combler des déficits de capitaux propres. On voit aussi que les tours de table de financement ne se bouclent pas. Donc les acteurs bancaires, les acteurs du financement ne sont pas assez présents. J'en profite. Y a-t-il des acteurs du financement dans la salle ? Voilà, donc ils ne sont pas assez présents. Il faut absolument que l'année prochaine, ils soient bien plus nombreux, d'abord parce qu'on a besoin d'eux, et parce que pour eux, c'est des opportunités. Maintenant qu'on fiabilise la filière, il y a des opportunités pour investir dans les méthaniseurs et pour apporter des financements qui sont sécurisés. Ils doivent être en train de parler avec des porteurs de projets sur le salon Expo Biogaz. Je n'en doute pas. Voilà, donc ce travail sur les business plans, il doit être fait très vite, parce que ça va être la condition sine qua non pour arriver à baisser les coûts, comme c'est souhaité par la filière et par les pouvoirs publics. Il nous faut des investisseurs. On voit des acteurs de l'investissement qui s'intéressent aujourd'hui à la méthanisation. C'est un excellent signe. Il faut que ça se mette en place rapidement. Il faut que les banquiers aussi reviennent vers la méthanisation. Ils ont été échaudés par la période 2010-2015. Il faut absolument qu'ils reviennent une fois qu'ils ont été sécurisés sur les performances. Deuxième élément pour la filière qu'il ne faut pas oublier, c'est l'innovation. La méthanisation apparaît quand même comme relativement mature, même si on peut baisser les coûts. Quand on parle de gaz renouvelable, il y a aussi la pyrogasification, il y a le power to gas, et ça, c'est des filières qu'il faut accompagner en innovation. L'ADEME, au travers des investissements d'avenir, accompagne plusieurs projets et continuera à le faire. Deux petits mots sur les externalités positives qui ont été évoquées par Harm Grobgruber tout à l'heure. Produire du biogaz, c'est traiter des déchets. Et donc là, il y a une synergie très forte avec la loi contre anti-gaspillage qui va être présentée à l'automne,
qui doit justement permettre de nous faire rentrer dans cette logique d'économie circulaire. Et on attend la méthanisation de ce point de vue-là. Cette externalité positive, elle est cruciale d'un point de vue économique, mais aussi pour les territoires. Les collectivités qui ont la charge de la gestion des déchets doivent pouvoir bénéficier sur leur territoire de méthaniseurs comme exutoires des déchets. Et puis, il n'y a pas que les externalités positives, il y a aussi des contestations. On l'a dit, il est essentiel que toute la filière travaille dès l'amont des projets avec l'ensemble des acteurs. La région de France donc, a mis en place un peu un guide de bonne pratique, une charte qui me paraît un très bon exemple. L'ADEME a publié l'année dernière un guide pour mener la concertation sur les projets de méthanisation. Ce n'est pas un petit supplément d'âme d'un projet, c'est un élément essentiel pour que les projets puissent penser arriver à leur aboutissement. Donc voilà, ces quelques éléments que je voulais donner pour arriver à donner au gaz renouvelable le rôle qu'on attend de lui, à savoir 100% en 2050. Merci. Merci.